Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. On reprend les vidéos d'analyse de projet. Aujourd'hui, on va parler de Flare, Flare Network. On commence par un article qui date, vous le voyez ici, de janvier 2023, moment où le token Flare, donc le FLR, a été listé sur nos différents échangeurs. Pourquoi c'est intéressant de revenir là? Parce qu'en fait, c'est ici qu'on a pu faire le lien avec Ripple. Et depuis, vous allez voir que ça a un peu changé. Donc Flare, projet qui a été lancé, on nous dit ici, en 2020, et qui visait à ajouter une couche au réseau Ripple afin qu'il puisse opérer des smart contracts. L'objectif à terme, c'était de pouvoir développer un écosystème DeFi complet sur Ripple. Donc initialement, Flare et Ripple, des bons copains en fait. Flare, en fait, une espèce d'amélioration de Ripple, une espèce de Matic pour un Ethereum, vous voyez, ce genre de choses. Il s'avère qu'au final, ce n'est pas le cas et que Flare a choisi une autre direction. On nous dit finalement, le lancement du projet a été différé de 2 ans, donc effectivement, entre 2020 et 2023, c'est même plus de 2 ans qui ont eu lieu. Au cours de cette période, les développeurs ont pivoté le projet afin de proposer une solution permettant d'implémenter des smart contracts sur les blockchains sur lesquelles la fonctionnalité n'est pas native. Donc on peut imaginer qu'en fait, il va quand même y avoir un lien direct avec Ripple. Espérons, ce serait intéressant. Et vu que Ripple, en fait, en ce moment, profite d'une certaine hype, d'un certain engouement de par son succès dans la lutte contre la SEC, on aimerait que Flare puisse en profiter également, même si pour le moment ce n'est pas le cas. Donc on nous dit, Flare propose une interopérabilité et un écosystème EVM à smart contract pour étendre la portée et la valeur de votre produit. C'est pas très clair dit comme ça. Hein. Construisez sur Flare avec plus de données que jamais ou construisez avec Flare pour servir plusieurs écosystèmes. Là c'est plus clair. Ok, maintenant que ça c'est dit et que vous avez le contexte initial, on va faire comme on a toujours fait pour les analyses de projet, c'est-à-dire qu'on va suivre ce schéma-là. On va commencer par une présentation du projet, même si vous commencez à avoir une bonne idée de ce dont on parle. On parlera bien évidemment de la technologie qui a été utilisée, de ce qu'ils sont capables de faire, des cas d'usage. On parlera bien évidemment de tokenomique, le point qui me tient vraiment à cœur et qui est vraiment important pour comprendre en fait où est-ce que se situe le jeton. Et je vous donnerai du coup mon avis sur les forces et les faiblesses. Bien évidemment, on terminera par une petite analyse graphique, mais là malheureusement, avec un historique aussi récent, il n'y a pas grand-chose à dire. On commence tout de suite avec la présentation du coup. Alors, au moment où je fais la vidéo, Flare c'est en 130e position, la capitalisation c'est 250 millions de dollars, le token vaut 0,013 centimes de dollars, et on a des volumes de 6 millions. 6 millions, c'est pas beaucoup. Hein. 6 millions vis-à-vis de la capitalisation, vous voyez, on est quand même sur un token qui attire pas trop l'intérêt en ce moment. Clairement, il ne profite pas de la hausse de XRP. On sent que les liens ne sont pas évidents pour les investisseurs. Donc, l'utilité du projet, c'est une solution permettant d'implémenter des smart contracts sur les blockchains sur lesquels la fonctionnalité n'est pas native. Donc, c'est le point qu'on n'a pas noté dans l'article parce qu'on n'est pas allé plus loin. Les personnes qui avaient du XRP au moment où le token, le projet Flare a été mis en avant, ont pu bénéficier du coup de tokens gratuits en janvier. Et c'est ça qui a entraîné notamment la grande baisse qu'on observera à la fin sur le graphique. Parenthèse fermée. Donc historiquement, il y avait un lien avec XRP. Maintenant, c'est beaucoup moins évident. La blockchain est de layer 1, donc effectivement, on n'est plus sur le projet initial qui était de faire une layer 2 sur. Info intéressante. L'ICO, ils ont levé 11 millions. Vous voyez, 11 millions. A noter que du coup, vu qu'ils ont fait une ICO, vraisemblablement, du point de vue de la SEC, on est peut-être sur un projet qui est une securities à suivre. Vous avez ici différents investisseurs qui ont participé du coup à cette ICO. Vous voyez que c'est essentiellement des fonds d'investissement, pas forcément les plus gros. Et vous noterez qu'il y a Dokwon aussi, ça c'est assez intéressant du coup. On peut continuer du coup. Au niveau du coup de la technologie. Premièrement, on est sur du proof of stake, des récompenses pour les stackers, pour ceux qui gèrent des nodes, qui sont calculées en fonction de l'inflation. Alors il faut savoir qu'il y a 4 réseaux. On a effectivement Flare, qui est the main network, donc le réseau principal, mais on a aussi Songbird, qui est ce qu'ils appellent le Canary Network, qui est utilisé pour faire des tests de premier niveau,
et donc qui est live depuis septembre 2021. On a Coston, qui est le réseau de test pour Songbird, et on a Coston 2, qui est le réseau de test pour Flare. Donc vous voyez, on a différents testnets. En réalité, peu importe, ce qui nous intéresse vraiment, c'est Flare. Et c'est bien de savoir qu'ils ont ce système-là pour anticiper un petit peu les problématiques et développer leur réseau. On est sur une infrastructure qui se compare à ETH, donc sur le white paper, clairement ils nous disent voilà, nous on fait un peu comme ETH, d'ailleurs on est ERC20 compatible et tout ce qu'ils font, on va essayer de faire pareil. Moi, ce que je vois, en tout cas l'intérêt que je vois à ce projet-là, ça va plutôt être la partie Oracle et ce qui va être comparable à Chainlink. Donc au niveau des fonctions de Layer 1, c'est tout à fait classique, hein. L'idée, on la connaît, c'est de faire comme ETH en mieux, c'est ce que veulent faire tous les ETH killers depuis 5 ans. Je trouve pas ça très intéressant. En revanche, on a le Flare Time Series Oracle, donc le FTSO, qui est un smart contract fonctionnant sur le réseau Flare et qui fournit des estimations continues pour différents types de données. Ça, c'est pas mal. Donc on a un ensemble de fournisseurs de données indépendants qui vont récupérer des données auprès des sources externes, par exemple des bourses centralisées ou décentralisées, et les fournir au système FTSO. Et ensuite, ces informations, elles sont pondérées en fonction du nombre de voix de chaque fournisseur, et il y a une médiane qui va être calculée pour produire l'estimation finale. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est concrètement ce que fait Chainlink en termes d'apport d'informations. Donc on a le petit graphique en dessous qui nous montre l'information qui part des échangeurs, qui va vers les data providers, qui va ensuite être traitée par le réseau FTSO, donc le système FTSO du Flare Network, et qui va ensuite être retransmise. Donc l'idée, c'est d'avoir des informations en temps réel de la qualité la plus efficace, et le tout, bien évidemment, agrégé de façon décentralisée. Ça, le gros point. Là, en fait, on vient vraiment sur le territoire des oracles et sur celui de Chainlink. La question, c'est qu'est-ce qu'on apporte de plus, et pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Quelques chiffres, cependant. On a un average block time de 2,1 secondes. Ça, c'est à voir quand il y aura beaucoup de transactions, parce que pour moi, c'est assez tranquille. Ils ont 33 millions de transactions, presque 11 millions de blocs, et 373 adresses. Pourquoi je vous mets ces chiffres? Parce que si on refait l'étude dans 6 mois, c'est intéressant de pouvoir comparer. Pareil, par exemple, pour les followers, notamment sur Twitter, on est à 256 000. Moi, j'ai envie de savoir si dans 6 mois, ils seront à 500 000 ou s'ils seront à 260. Vous voyez, ça va me donner une bonne indication de l'état du projet, de l'intérêt qu'il génère. On continue du coup sur la partie tokenomique. Vous savez que j'y accorde une grande importance et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc, les informations en haut, c'est du tout frais de CoinMarketCap. On a déjà vu la capitalisation. La fully diluted est à 1,360 milliard. Cependant, il ne faut pas complètement tomber dans le panneau. Vous le voyez ici. On a une offre totale, effectivement, de 100 milliards de tokens. On a 20 milliards en circulation, soit 20%. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'offre max. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va émettre des tokens de façon continue au cours de la vie du projet. L'inflation actuelle, elle est de à peu près 10%. Elle va être réduite d'année en année jusqu'à atteindre plus ou moins les 3%. Ce ne sera pas forcément extrêmement impactant. Moi, je pense que 3% d'inflation, c'est OK, mais il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'on a une offre totale qui ne va jamais se réduire. Donc, en tant qu'investisseur, ce n'est pas ce qu'on préfère. Au niveau de l'utilité du token, eh bien, ce sont des fonctions très simples. C'est la sécurité du protocole, donc tout ce qui va toucher au proof of stake, la gouvernance, plus ou moins définie. Pour moi, je trouve que c'est pas très clair. Il y a un genre d'organisation décentralisée, mais j'ai pas bien vu d'informations très claires sur leurs fonctions et quels étaient les types de votes. Et enfin, tout ce qui va être transaction dans l'écosystème. Mais là encore, à voir si on est limité au token Flare ou si on pourrait pas aussi utiliser de l'ETH que font beaucoup de projets, et ce qui à mon avis les bride en termes d'utilité, même si ça permet d'attirer du monde. La répartition initiale, qui n'est pas la répartition actuelle, c'est la répartition de base. On voit que la communauté avait 60% des tokens quasiment, ce qui est plutôt positif. Moi j'aime bien ce genre de façon de faire, j'aime bien cette idée-là. En revanche, la problématique, ça a été que la communauté ici, c'est essentiellement la communauté XRP qui ne s'est pas gênée pour dump les tokens. Et donc c'est pas exceptionnel en termes de cours, mais voilà, je trouve qu'une bonne approche. Par contre, on voit que le reste, en fait, les 40% restants, sont
à la team, hein. On voit Flare Entities, Team, Advisor and Bakers. 40% pour la team, c'est pas ce qu'on préfère. Mais voilà, on va regarder quand même les grosses adresses. Donc les principales adresses ici, les 4 que vous voyez ici, on va pas les prendre en compte parce que ce sont ici l'escroc, les pools, la distribution. Donc bon, ok, on va dire que ça on prend pas en compte. Mais si on prend ici les adresses dont on n'a pas la nomination derrière ni le pourcentage, on voit qu'il y en a quand même qui sont assez conséquentes. Ici, on parle de 779 millions de tokens sur les 20 milliards actuels. Bon, je trouve que on est quand même sur un truc assez centralisé, parce que là, il y a les adresses de la team, bien évidemment. Donc, je ferai quand même attention. Je ferai attention, mais ça, c'est pas trop choquant au niveau de la taille des principales adresses, hormis les 4 principales qui sont ici, et qui comprennent bien évidemment, enfin, les adresses de la team. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de Flare, en tout cas vis-à-vis de mes recherches et de mon point de vue, qui je le rappelle, n'est pas omnipotent, bien évidemment qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte et qui vous seront propres pour vos achats ou pas. Le premier point, en termes de fait, c'est ces fonctions. Donc tout ce qui va toucher à l'interopérabilité, aux fonctions d'Oracle, moi je trouve que c'est bien, je trouve que c'est pertinent, et je pense que c'est des thématiques qu'il faut aborder. Donc fondamentalement, c'est assez correct, mais ça sort pas non plus du lot. C'est-à-dire que je vois pas en quoi il va être plus pertinent que Chainlink, qui est déjà bien imposant, qui est déjà bien implanté, qui travaille avec plein d'entités différentes, et qui fait un bon boulot. Donc pour le moment, je sais pas trop quoi en penser de ce point-là. C'est-à-dire que oui, ça existe, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte réellement? Je me pose la question. En tant que layer 1, je vois pas l'intérêt, je vous le dis directement, il y en a tellement des layer 1, je vois pas ce que ça va apporter. Peut-être que je me trompe. Donc, le monde des oracles, oui, mais il y a déjà Chainlink. L'interopérabilité, bah ouais, mais en fait, c'est pour récolter des données, et en fait, ça n'a pas l'air d'aller beaucoup plus loin que ça pour le moment. Donc, l'interopérabilité, c'est un sujet qui est intéressant, qui est déjà traité par beaucoup de projets, mais on pourrait en avoir d'autres, pourquoi pas. Sauf que là, je vois pas vraiment de fonctions supplémentaires. Et du coup, je trouve que il n'a pas une place évidente, vous voyez? Je trouve que ça me semble c'est pas évident que ce projet-là soit pertinent. En tout cas, c'est ce que j'ai en termes d'infos actuellement. D'un point de vue économique, il y a des récompenses qui sont calculées en fonction de l'inflation. Ce qui est assez logique, mais que je trouve pertinent, c'est-à-dire que du coup, celui qui a des tokens et qui perçoit des récompenses sur ces tokens par le stacking devrait pas trop subir l'inflation, dans le sens où bah, les récompenses sont calculées en fonction de l'inflation, donc c'est indexé dessus. Donc ça me semble à peu près cohérent. Le, la partie burn a existé lors des phases de test. Moi j'aime bien quand il y a du burn parce que ça réduit la supply, et en tant qu'investisseur on aime quand il y a moins de supply parce que ça crée de la rareté pour notre token. Rien ne garantit que ce sera le cas pour le mainnet, donc en fait on a peu de points économiques très positifs parce qu'on n'a pas de supply max. Pour le projet, avoir une supply max c'est pas très important. Et par contre quand on est investisseur, on préfère qu'il y ait une supply max, parce que ça donne une limite. Et au-delà de cette limite, en fait, on sait que ce qui va augmenter, c'est la valeur du token individuel et pas de la quantité de tokens. Donc ça, c'est un point qu'on peut apprécier, qui malheureusement ici n'existe pas, donc c'est pas du tout un point positif. On n'a pas d'infos exactes sur l'inflation. Les données que je vous ai données, c'est ce que j'ai trouvé dans certains articles, mais le projet ne dit pas clairement dans son white paper qu'il veut l'inflation, ça va être ça. Donc la garantie n'est pas évidente non plus. Et 3% c'est tout à fait ok, 10 ça l'est beaucoup moins. Enfin, il y a certaines adresses qui ont quand même des valeurs assez importantes, on l'a vu. C'est un point auquel je ferai gaffe, même si il me semble que c'est correct. Donc vous l'aurez compris, de manière générale, je ne trouve pas le projet exceptionnel. Je trouve qu'il n'est pas inintéressant, il aborde des thématiques qui sont pertinentes. Cela dit, il y a déjà des gros acteurs, et je ne lui ai pas trouvé de réelle qualité qui sortent du lot. Donc vous l'aurez compris, le projet Flare, bien qu'intéressant et touchant à des thématiques qui sont pertinentes, notamment l'interopérabilité et les fonctions Oracle, ne m'a pas énormément convaincu. Donc pour le moment, j'ai pas très envie d'en acheter. Je suis pas très convaincu. J'ai pas l'impression que son lien avec XRP lui donne une quelconque visibilité, un quelconque bonus. On va regarder graphiquement à quoi ça ressemble. On voit qu'ici, au niveau du 13 juillet, il a pump un peu comme le reste du marché, mais on est très loin des performances d'un XRP qui a fait x2. Donc clairement, le lien n'est plus là. La décorrélation me semble évidente. Et au niveau de la courbe, bah voilà, on est là depuis janvier. Ça ne fait que baisser. Rien ne garantit que ça n'aille pas plus bas. Pour le moment, je n'en achèterai pas. Je vais me le surveiller d'un coin de l'œil, mais il n'est pas sur ma liste pour le moment. En tout cas, c'était intéressant de l'étudier. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté et à demain
pour la prochaine vidéo d'actu.